Alice se retrouve assise sur un banc dans le jardin tranquille de l'hôpital, ses larmes coulant de manière incontrôlée. C'était en avril, une période de l'année marquée par la floraison des feuilles, la chaleur du soleil et une brise légère qui apportait les délicieux parfums de la nature. Alice a toujours aimé le printemps. En temps normal, elle aurait dû profiter du beau temps et faire des projets pour l'été à venir. Cependant, sa réalité actuelle la confine à l'hôpital, où son mari bien-aimé, Weston, repose dans l'unité de soins intensifs. Il y a seulement 6 mois, Weston était un homme fort et en bonne santé, fiable comme un roc. Avec lui à ses côtés, tous les problèmes de la vie semblaient insignifiants. Alice savait que son mari ferait tout pour elle. Il lui procurait un sentiment de sécurité et de réconfort, et parvenait toujours à lui remonter le moral lorsqu'elle se sentait déprimée. Aujourd'hui encore, alors qu'il est allongé sur son lit d'hôpital, il continue à soutenir Alice de toutes les manières possibles. Aujourd'hui, voyant sa femme au bord des larmes, il l'a rassurée en lui disant qu'ils s'en sortiraient ensemble. Bien qu'Alice ait essayé de rester forte et de ne pas accabler Weston avec ses émotions, il pouvait voir à travers elle et la comprendre complètement. Alice était bien informée de l'état de santé de son mari et communiquait en permanence avec son médecin, le docteur Sanchez. Ses parents ont fait jouer toute leur relation pour que Weston reçoive le meilleur traitement possible. Au début, les choses semblaient s'améliorer et Alice gardait espoir. Cependant, même les médecins les plus compétents ont des limites, et les miracles sont au-delà de leurs capacités. Malheureusement, c'est justement d'un miracle dont Weston avait besoin. Alice souffre de voir son mari pâle et épuisé, avec des cernes sous les yeux. Sa voix est devenue faible et à peine audible, et son état se détériore de jour en jour. Dans le passé, Weston a rarement eu besoin de consulter des médecins, car il a toujours été en très bonne santé. Depuis son enfance, il est rarement tombé malade, n'ayant même pas attrapé un rhume ou une grippe. Il était grand, athlétique et d'une nature résistante. Alice l'admirait souvent pour son épaisse chevelure blonde, son sourire d'une blancheur éclatante et son teint impeccable. Mais aujourd'hui, elle ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment de malheur imminent. Le docteur Sanchez avait récemment annoncé que la maladie progressait rapidement et que les traitements devenaient de moins en moins efficaces. Les signes vitaux de Weston se détériorent et il n'y a toujours pas de possibilité de trouver un donneur compatible. La liste d'attente pour un donneur est incroyablement longue. Tout en restant assise sur le banc, perdue dans ses pensées, Alice aspirait à une issue différente. Elle souhaitait que Weston se rétablisse et qu'ils reprennent leur vie commune, remplie de bonheur et des merveilles des belles saisons. Mais au fond d'elle-même, elle savait que le chemin à parcourir serait extrêmement difficile. Alice a rencontré Weston par hasard au cours de ses études universitaires. C'était une période de fête, marquant la fin d'une période d'examen exigeante. Alice et ses camarades de classe avaient décidé de se détendre dans un bar animé, en quête de relaxation et de divertissement après leurs études intensives. Ce jour-là, Alice rayonne d'assurance, consciente de sa présence captivante, comme en témoignent les regards admiratifs qu'elle reçoit. L'atmosphère du bar était animée, remplie de danse, de rires et de conversations joyeuses, ainsi que de rencontres fortuites avec de nouvelles connaissances. Comme certains des camarades d'Alice sont invités à danser, ses expériences sont variées. Le premier homme qui l'a abordé n'était pas très séduisant et semblait nettement plus âgé, ce qui a incité Alice à décliner poliment son invitation. Le suivant était un jeune homme arrogant, dont l'invitation ressemblait plus à un geste condescendant qu'à un véritable intérêt. Alice, préférant la compagnie de ses amis, décline gracieusement son offre. Malgré ces rencontres, Alice continue de bénéficier de l'attention d'admirateurs masculins au fur et à mesure que la soirée avance. À un moment donné, alors qu'elle est brièvement seule à table, Weston s'approche d'elle. Il porte une tenue décontractée composée d'un t-shirt gris, d'un jean usé et de baskets. Cependant,
Ses cheveux blonds soigneusement ébouriffés et ses yeux verts étonnants ajoutent un charme indéniable à son apparence. Le sourire de Weston, enchanteur mais teinté de timidité, suscita instantanément une profonde attirance chez Alice. L'accueillant avec un sourire chaleureux, Alice invite Weston à se joindre à elle. Au cours de la conversation qui s'ensuit, Alice et Weston se découvrent des affinités et une alchimie indéniable. En apprenant à mieux se connaître, ils réalisent que leurs vies ont pris des chemins très différents. Weston, qui n'a jamais connu ses parents, a grandi dans un orphelinat où il a dû faire face à de nombreux défis. Malgré ces épreuves, Weston est devenu un être sensible et plein de compassion. De temps en temps, Weston raconte des bribes de son enfance à Alice. Cependant, il n'a jamais cherché à s'apitoyer ou à se plaindre de son sort. Ce n'était tout simplement pas dans sa nature. Au contraire, Weston choisit de voir la vie à travers une lentille optimiste, bien que ses récits contiennent des allusions subtiles aux difficultés qu'il a endurées, comme les rares friandises partagées entre les enfants de l'orphelinat ou le traitement sévère des soignants. Sa résilience et sa gentillesse transparaissent. Alice, qui comprenait parfaitement l'impact de l'éducation de Weston, l'appréciait d'autant plus pour sa force et sa chaleur. Leur rencontre lors de cette nuit fatidique a marqué le début d'un parcours remarquable. Il lui demande en s'asseyant en face d'elle, entamant déjà la conversation. Bien sûr, Alice répondit par un sourire qui ne s'est jamais démenti. Elle trouvait la nature authentique de Weston rafraîchissante au milieu des jeux habituels des gens. Son aura était unique, et elle appréciait sincèrement sa compagnie sans aucune réserve. « Je m'appelle Weston. Puis-je connaître le vôtre ?» demanda-t-il, poursuivant la conversation comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Alice répondit honnêtement, sa sincérité transparaissant dans ses mots. Leur dialogue était fluide, sans aucune gêne ni tension, comme s'il existait entre eux un lien de longue date. Lorsque ses amis revinrent, gloussant et jetant des regards, Weston les salua cordialement, ne montrant pas d'intérêt excessif pour les pitreries de Piper qui attiraient l'attention. Une lente mélodie emplit l'air lorsque Weston lança une invitation à danser. Il était prévenant et respectueux, sa présence rayonnait de chaleur et de force et créait un cocon de confort pour Alice dans son étreinte. Elle se sentait choyée et gracieuse, se laissant guider sans effort. Bien qu'elle ne sache pas grand-chose des antécédents ou de la profession de Weston, Alice a senti qu'il était digne de confiance et qu'il était gentil. Lorsqu'il dut s'absenter pour aider un ami, promettant de revenir et la suppliant d'attendre, Alice attendit impatiemment son retour, espérant que leur nouvelle relation continuerait à s'épanouir. Au cours de la soirée, les amis d'Alice se mirent à bavarder avec animation. Mais son esprit restait préoccupé par les pensées de Weston. L'absence de Weston faisait planer sur elle une ombre de nostalgie et de déception au fur et à mesure que le temps passait sans qu'il ne revienne. Alice aussi entre l'inquiétude et l'agacement, soupçonnant qu'il a peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Le fait qu'il n'ait pas échangé leurs coordonnées ni fait de promesses tacites n'aidait pas à apaiser son cœur. « Ton admirateur a disparu ?» demande Christine, dont la voix se teinte de sympathie en remarquant la mélancolie dans les yeux d'Alice. « Tu l'aimais bien, n'est-ce pas ?» Alice masque ses sentiments par une réponse dédaigneuse, affirmant qu'il n'avait rien de spécial, qu'il s'agissait d'un type comme les autres. Piper, s'alignant sur l'indifférence feinte d'Alice, intervient, suggérant qu'il y a bien d'autres poissons dans la mer. Elle propose d'aller au bar de la 5e rue, assurant Alice que la vraie fête ne fait que commencer là-bas. À contre-séure, Alice accepte, ne voulant pas affaiblir l'esprit de ses amis ni les abandonner. En arrivant au bar, la première personne sur laquelle Alice posa les yeux, à son grand étonnement, fut Weston. Une présence inattendue, la présence d'Alice lui parut presque surréaliste, et Piper ne put s'empêcher de lui demander comment il les avait trouvés. Weston expliqua qu'il s'était dévoué pour les retrouver, ce qui toucha profondément Alice. C'était un geste tout droit sorti d'un film romantique, quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. « Alors, tu te joins à nous au bar ?» demanda Piper, en quête de clarté.
Le regard de Weston se tourna vers Alice, lui demandant silencieusement sa préférence. « Allons plutôt nous promener », proposa Alice avec douceur et assurance. Le sourire de Weston s'illumine à sa proposition et ses amis échangent des regards complices. « Comme tu veux », dit Christine, la voix de la responsabilité dans le groupe. « Envoyez-moi un message quand vous rentrerez à la maison, d'accord ?» Sa demande, formulée devant Weston, soulignait subtilement son inquiétude pour la sécurité d'Alice. Alice et Weston se promenaient dans le paysage urbain nocturne, les mains entrelacées. Leur conversation se déroule sans difficulté, parfois ponctuée de silences agréables alors qu'ils approchent de la maison d'Alice. Le baiser de Weston fait tourner la tête de la jeune femme, l'aboutissement de son désir de longue date. Son hésitation avait été évidente, comme s'il craignait de la brusquer ou de la submerger, mais à ce moment-là, toutes les réserves ont semblé se dissiper sous le ciel étoilé. Ils ont commencé à se fréquenter, et certains détails de la vie de Weston ont d'abord choqué Alice. Cependant, le fait qu'il ait grandi sans parents l'a rendu plus fort. Weston a compris que son seul espoir résidait dans l'éducation. Voyant son assiduité, les enseignants l'ont aidé et guidé, en lui accordant une attention particulière. Il était particulièrement reconnaissant envers son professeur de physique et rêvait de devenir riche et célèbre pour remercier un jour cet éducateur attentionné de ses excellentes notes. Weston est facilement admis dans une université prestigieuse et devient rapidement l'un des meilleurs étudiants. À cette époque, il commence également à faire des petits boulots. Weston a le même âge qu'Alice, mais son expérience de la vie et sa connaissance du monde le font paraître plus mature à ses yeux. Alice, qui est encore soutenue financièrement par ses parents, se sent comme une petite fille comparée à lui. Weston, gentil et sensible, aspire à l'amour et à l'acceptation. Alice le sent, il a manqué d'attention dans son enfance et apprécie désormais les sentiments sincères et la gentillesse. Elle est reconnaissante de leur rencontre fortuite dans un bar lors de la remise de son diplôme universitaire. Alice a été joyeusement surprise par la demande en mariage de Weston. Leur relation s'était déjà épanouie dans la chaleur de l'acceptation de sa famille. Sa mère a souvent exprimé sa sympathie pour Weston, comprenant son passé difficile. Espérant un avenir radieux, Alice admire Weston, un beau jeune homme au grand cœur qui a dû faire face à des circonstances difficiles. Elle est restée optimiste quant à son bien-être. Le père d'Alice a vu en Weston un individu mûr et déterminé, reconnaissant en lui plus qu'un simple garçon, mais un jeune homme aux ambitions claires. Weston était destiné à la grandeur. Leur mariage, financé par les économies prudentes de Weston, est une affaire splendide. Les jeunes mariés commencent leur vie commune dans l'appartement de Weston. Alice, protégée et inexpérimentée dans les tâches domestiques, reçoit patience et conseils de la part de Weston. Il s'occupe avec compétence des diverses tâches ménagères, ce qui permet à Alice d'apprendre avec enthousiasme. Ayant grandi avec sa mère qui s'occupait de la cuisine, Alice n'a jamais pleinement réalisé le plaisir de cuisiner jusqu'à présent. Les encouragements de Weston, même en cas d'échec culinaire, reflètent leur vie harmonieuse, remplie de rêves d'une maison plus grande, de voyages et d'une famille nombreuse et aimante. Weston, qui aspirait à la chaleur familiale, s'amusait à demander à Alice si cela ne la dérangeait pas d'être la mère de nombreux enfants, suggérant 5 ou 6. Alice répondait en riant qu'elle rêvait d'en avoir encore plus, peut-être 10. Weston répondait, avec détermination, qu'il déplacerait des montagnes pour leur famille. Cependant, au fil des années, leur espoir d'avoir un enfant n'a pas été comblé. Alors que les amis d'Alice célébraient leur grossesse et leur maternité, elle éprouvait à la fois de la joie pour elle et un sentiment croissant de perte personnelle. Conscient de la détresse d'Alice, Weston lui propose de consulter un médecin. Les résultats révèlent que Weston est en bonne santé, tandis qu'Alice est confrontée à d'importants problèmes de fertilité. Dévastée, Alice a trouvé du réconfort dans les bras de Weston. Weston l'encourage à ne pas perdre espoir et évoque la possibilité d'une fécondation in vitro et d'une adoption. Alice pleure,
exprimant son désir d'avoir un enfant qui ressemble à Weston. Cependant, Weston la rassure en lui disant qu'un enfant est un enfant, indépendamment de sa biologie, soulignant ainsi la force de leur lien. Malgré leur résilience, l'aventure de la FIV s'est avérée être une montagne russe d'espoir et de chagrin. Après 2 tentatives infructueuses, ils se sont préparés à un nouveau cycle, s'accrochant à l'espoir. Au milieu des turbulences émotionnelles, la santé d'Alice a souffert des nombreuses procédures médicales. Néanmoins, elle reste déterminée à atteindre son objectif. Doucement mais fermement, Weston dit « Ça suffit ». Alice ne comprend pas ce qu'il dit. Weston lui explique qu'ils doivent cesser de mettre sa santé en danger et qu'elle mérite une pause. Alice reste perplexe et demande des précisions. Weston lui répond simplement qu'il est temps de donner la priorité à son bien-être. Au lieu de prendre ses pilules, vivons la vie et profitons l'un de l'autre sans nous inquiéter, suggère Weston. Alice, elle aussi, est fatiguée des espoirs, des inquiétudes, des procédures médicales et des tests sans fin. Et si tu avais un enfant, tu as toujours rêvé d'avoir une grande famille, demanda-t-elle. Je rêve plutôt d'une vie heureuse avec l'être aimé. Je veux que tu sois heureux, mais tu t'épuises avec tout ça. Il est temps d'arrêter, répondit Weston. Alice persiste, et les enfants? Weston répond, nous pouvons toujours adopter un enfant dans un orphelinat. Alice s'exclame, mais je veux mes propres enfants, Weston. Qui sait d'où viennent ces enfants? Weston lui rappelle, et moi? Moi aussi, je viens d'un orphelinat. Très bien, si tu ne veux pas de l'enfant de quelqu'un d'autre, je n'insisterai pas, mais je ne te laisserai plus te faire du mal, dit Alice. Weston semblait se décharger sur elle de la responsabilité de leur future famille, la portant à lui seul, comme il le faisait pour tout le reste. Alice lui faisait confiance plus qu'à n'importe qui d'autre. Weston était son protecteur, son gardien et son pourvoyeur. Elle pensait qu'il en serait toujours ainsi, mais les choses ont tourné autrement. Tout a commencé lorsque Weston, un homme toujours plein de force et d'énergie, a commencé à se fatiguer facilement. Il rentrait du travail et se couchait directement devant la télévision. Pour la plupart des gens, cela n'avait rien d'inhabituel, mais pas pour Weston. Il débordait toujours d'énergie, réparant des choses ou emmenant Alice se promener après le travail. Il méprisait l'oisiveté et la paresse. Puis il a commencé à se fatiguer encore plus. Il rentrait du travail pâle, haletant et complètement épuisé. Son appétit diminuait, il perdait rapidement du poids et des ecchymoses apparaissaient sur son corps sans raison apparente. Il faut que tu voies un médecin, insiste Alice. J'ai déjà pris rendez-vous avec un thérapeute. Ne t'avise pas de le manquer, merci, sourit Weston. J'avais l'intention d'y aller bientôt. Alice s'inquiétait pour son mari, mais elle était sûre qu'il n'y avait rien de grave. Elle pensait que les médecins diagnostiqueraient une carence en vitamines et prescriraient des vitamines ou des promenades régulières, peut-être suggéreraient-ils des vacances au bord de la mer, et tout irait bien. Cependant, il n'était pas préparé au diagnostic. Il s'est avéré que Weston souffrait d'une maladie sanguine auto-immune rare. Son corps vigoureux était en train de s'autodétruire. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de remède. Un traitement a été prescrit à Weston, mais le médecin a prévenu que les résultats seraient faibles et temporaires. Des examens complémentaires sont nécessaires. La vie de leur jeune famille a changé radicalement. Tous les projets, espoirs et rêves sont soudain devenus lointains et sans importance. Même l'impossibilité de devenir parent semblait désormais beaucoup moins accablant. L'annonce du diagnostic de son mari a horrifié les parents d'Alice. Son père a fait jouer toutes ses relations et a réussi à faire en sorte que le docteur Sanchez s'occupe de Weston. Alice espère que cela permettra de guérir la maladie de Weston. Elle est soulagée lorsque son père l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais il devient vite évident qu'il est prématuré de se réjouir. L'état de Weston a commencé à s'aggraver et il était constamment en congé de maladie,
confinés dans leur maison. Il était si faible qu'il ne pouvait même pas atteindre son ordinateur ou son poste de travail. Cependant, Weston reste optimiste, essayant toujours de détendre l'atmosphère en plaisantant sur son état. Alice lui fait part de son inquiétude, mais il la balaie d'un revers de main, affirmant qu'il a un système immunitaire fort et qu'il surmontera cet obstacle. Malheureusement, la santé de Weston s'est encore détériorée et il a fini par être hospitalisé. Alice pleure seule dans leur appartement vide, tandis que ses parents lui proposent d'emménager temporairement chez eux. Elle a refusé et a préféré dormir du côté du lit de Weston, englouti dans sa couverture, portant ses vêtements dans la maison et pleurant sans cesse. Elle ne voulait pas que ses parents la voient dans un tel état. L'état de Weston s'aggravant, il est devenu évident qu'une greffe de moelle osseuse était la seule solution pour le sauver, malgré sa complexité et son coût. L'argent n'était pas un problème, car Weston avait réussi à accumuler une somme substantielle, mais trouver un donneur compatible semblait presque impossible à l'époque. Lorsque la possibilité de l'opération a été évoquée pour la première fois, le docteur Sanchez a immédiatement demandé des tests de compatibilité à tous les membres de la famille de Weston. Les chances de trouver un donneur compatible parmi ses proches étaient élevées, qu'il s'agisse de ses frères et sœurs, de ses parents ou de tout autre membre vivant de sa famille. Alice a baissé la voix et a tristement mentionné que Weston venait d'un orphelinat et qu'il ne savait rien de sa famille biologique. À ce moment-là, elle a profondément regretté de ne pas avoir pu avoir d'enfant, car un fils ou une fille aurait pu être la solution pour Weston. La recherche d'un donneur compatible a progressé avec une lenteur déconcertante. Bien qu'il y ait eu plusieurs candidats prêts à sauver la vie d'un étranger, aucun d'entre eux n'était compatible. L'espoir s'amenuise tandis qu'Alice essuie ses yeux larmoyants et jette un coup d'œil sur le vide de la place de l'hôpital. Les larmes lui procurent un soulagement temporaire alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle dans la circulation du soir. Soudain, une voix de femme retentit à l'angle du bâtiment, attirant l'attention d'Alice. En entendant la conversation, Alice comprend immédiatement que les employés de l'hôpital sont en train de parler de son mari. Elle jeta un coup d'œil prudent au coin de la rue pour confirmer ses soupçons. Il s'agit en effet des deux femmes d'âge moyen qu'elle a souvent vues dans le service où son mari, Weston, a été admis. Elles faisaient une pause dans leur travail exigeant, visiblement épuisées. Alice ne peut s'empêcher de plaindre son mari en écoutant leur conversation. La seconde femme reconnaît que Weston est un homme jeune et gentil, mais admet que son état se détériore. Il était évident pour elle qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Les larmes montent aux yeux d'Alice. Elle voulait confronter ces femmes pour avoir abandonné si facilement son cher mari, mais elle se retint, s'appuyant sur le mur pour se soutenir. De retour chez elle, elle se sent étourdie et vidée par cette soirée. Elle se mit au lit, pour la première fois depuis longtemps, sombra dans un sommeil profond et paisible. Dans son rêve, Alice se trouvait dans une maison confortable et charmante, située dans une petite ville pittoresque. Elle se promenait dans une prairie verdoyante, vêtue d'une belle robe d'été et portant un panier rempli de pain, de beurre et de fruits. Au loin, elle aperçoit Weston en train de récolter du foin dans un champ. Soudain, une voix d'enfant retentit derrière elle, et une fillette de 6 ans se précipite vers Alice en riant joyeusement. La fillette portait un chapeau et une robe d'été, et ses cheveux châtains rebondissaient tandis qu'elle bondissait à travers le champ. Weston apparut peu après, s'amusant à poursuivre la fillette. Leur rire remplissait l'air tandis qu'Alice ouvrait grand les bras, encourageant la jeune fille à se dépêcher. Elle se précipita dans les bras d'Alice et Weston les rejoignit, tentant de les soulever tous les deux, mais finit par trébucher et tomber ensemble sur l'herbe. C'était un rêve merveilleux, et Alice aurait voulu y rester pour toujours, mais elle se réveilla reposée pour la première fois depuis qu'elle avait appris la grave maladie de Weston. Le rêve lui avait remonté le moral, ne serait-ce que temporairement. Alice se servit quelques fruits et se rendit chez Weston. Il était trop faible pour s'asseoir dans son lit, mais il réussit à l'accueillir avec un sourire et un clin d'œil. « Tu es particulièrement radieuse aujourd'hui,
remarque Weston en admirant sa femme. « Je suis simplement de meilleure humeur », répondit Alice en s'asseyant à côté de lui et en lui tenant doucement la main. Il lui serra faiblement la main en guise de réponse. Elle souhaitait partager son rêve avec lui, mais elle décida de ne pas le faire, craignant qu'il ne soit accablé. Alors que Weston s'endormait, Alice continua à lui tenir la main, le regardant avec affection, observant son visage serein. Alice ne peut s'empêcher de verser des larmes silencieuses en quittant l'hôpital à midi, ayant envie de se promener et de prendre l'air. Elle pense à l'avenir incertain et à la douloureuse constatation qu'elle et son mari n'auront peut-être jamais d'enfants. Les souvenirs de leur précédente discussion sur la conception d'un enfant et sa remarque désinvolte sur les enfants dans les orphelinats l'ont brusquement arrêtée dans son élan. Une idée soudaine l'a frappée, la remplissant d'un sentiment d'utilité. Elle retourna rapidement à sa voiture et rentra chez elle. À son arrivée, Alice n'a pas perdu de temps et s'est adressée à plusieurs foyers pour enfants, leur expliquant sa situation urgente. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de foyers à proximité, l'un d'entre eux l'a invitée à un entretien. Alice est arrivée au foyer en retard, bien après que les enfants se soient couchés, ce qui l'a empêché de rencontrer l'un d'entre eux. Les membres du personnel l'ont informé que la procédure d'adoption était généralement longue, s'étalant souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alice a exprimé sa volonté d'adopter n'importe quel enfant, soulignant qu'elle souhaitait vivement devenir mère et que son mari fasse l'expérience de la paternité, même si ce n'était que pour une brève période. Comprenant sa situation particulière, le personnel a accepté d'accélérer la procédure, malgré l'absence de préférence spécifique. Ils l'ont toutefois prévenu que cela prendrait au moins 2 mois. Alice accepta ces conditions. En marchant dans les couloirs, elle remarqua que les enfants étaient réveillés et jouaient à l'extérieur. Son cœur se réchauffe à la vue des enfants, mais ses yeux sont immédiatement attirés par une fille en particulier. La ressemblance entre la fille et l'enfant du rêve d'Alice était frappante, la laissant momentanément stupéfaite et remplie d'une sensation inexpliquée. Béatrice, le directeur de la maison d'enfants, remarque le regard intense d'Alice et lui demande si tout va bien. Alice, encore sous le choc, peine à trouver ses mots. Finalement, elle regarde Béatrice et répond « Oh, oui, tout va bien. Puis-je aller parler à cette petite fille là-bas ?» Elle indique la direction de l'enfant. Avec un sourire chaleureux, Béatrice acquiesce. Alice se dirigea vers la fillette, qui jouait avec ses poupées. En s'approchant, la fillette leva la tête et salua Alice d'un sourire. Alice lui rendit l'appareil et la complimenta sur ses poupées. « Bonjour, ma chérie. J'adore tes poupées, » dit Alice avec gentillesse, tandis que la fillette rayonne d'excitation. Alice était captivée lorsque Béatrice commença à raconter les histoires de ses poupées et les récits imaginatifs qu'elle avait créés pour chacune d'entre elles. L'une d'entre elles se distinguait par le fait qu'une poupée était attristée par le départ de son amie Béatrice. Le directeur se joint à leur conversation et révèle à Alice le passé d'Emory. La mère d'Emory avait lutté contre la toxicomanie, ce qui l'avait amenée à être prise en charge pendant un certain temps. Il n'est pas rare que les gens hésitent à adopter des enfants dont les parents ont des problèmes de toxicomanie. La responsable explique à Alice qu'Emory a vu de nombreux enfants aller et venir, mais que personne ne semble vouloir l'adopter. La tristesse d'Emory n'est pas due à sa propre situation, mais au départ de ses amis. Cette révélation a profondément touché Alice, qui a fait part de ses réflexions à Béatrice. La directrice assure Alice qu'ils prendront toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d'adoption. Dans les jours qui suivent, le temps semble s'écouler lentement pour Alice, qui attend avec impatience l'appel qui va changer sa vie. Son imagination était débordante lorsqu'elle imaginait le moment où elle surprendrait Weston. Enfin, l'appel qu'elle attendait est arrivé. Béatrice invite Alice à la maison d'enfants, la remplissant d'excitation. Alice prend des fleurs et une nouvelle poupée pour Emory et se rend au foyer. Son cœur battait la chamade d'impatience et de joie lorsqu'elle entra dans le bâtiment lumineux et accueillant. Immédiatement, ses yeux se posèrent sur Emory, assise tranquillement dans un coin.
les mains doucement serrées l'une contre l'autre. Emory leva les yeux, ses yeux brillants étant remplis d'un mélange de curiosité et de prudence. Ses cheveux châtains formaient des boucles douces autour de son visage, et un sourire timide ornait ses lèvres, porteur de plusieurs mois de désir et d'espoir. Alice s'accroupit au niveau d'Emory, lui offrant un sourire chaleureux et amical. « Bonjour Emory, dit-elle doucement, tu m'as beaucoup manqué, ma chérie. Tu te souviens de qui je suis ?» Emory répondit par un lent hochement de tête. Alice poursuivit, « Ça te dirait de venir avec moi ? Nous pourrions aller au parc ou manger une glace en rentrant à la maison. Qu'est-ce que tu en penses ?» À l'évocation de la glace, les yeux d'Emory brillent de bonheur, un signe universel de joie compris par tous les enfants. Elle acquiesça timidement, son sourire se faisant plus confiant. Alice lui tendit la main. Après un court instant, la petite main d'Emory se glissa dans la sienne, symbolisant la confiance naissante entre elles. Alors qu'elle quittait l'orphelinat, Alice sentit la poigne d'Emory se resserrer légèrement, signe silencieux de son excitation mêlée à la nervosité de s'embarquer dans une nouvelle vie. Alice sentait que c'était le début d'un voyage important, non seulement pour Emory, mais aussi pour elles deux. Au lieu d'appeler seulement Emory, Alice lui a gentiment précisé qu'elle avait le choix d'appeler sa mère ou simplement Alice. Emory a répondu par un sourire, mais est restée silencieuse. Avant leur visite à l'hôpital, Alice avait discuté de la maladie de Weston avec Emory, qui était donc au courant de son état. Pendant le trajet en voiture, Alice et Emory ont eu une conversation naturelle et sans effort, ce qui a renforcé leur lien. En arrivant à l'hôpital, le cœur d'Alice s'est emballé avec un mélange de nervosité et d'espoir alors qu'elle tenait doucement la main d'Emory et s'approchait du lit de Weston. Celui-ci est affaibli. Mais lorsqu'il ouvre les yeux et aperçoit Alice et la jeune fille, son expression est confuse. Affaibli, Weston demanda à Alice, « Qui est-ce » Sa voix était faible, mais pleine de curiosité. Alice respire profondément, les yeux brillants d'émotion, et présente Emory comme leur fille. La surprise se lit sur le visage de Weston, dont le regard passe d'Alice à Emory, qui se tient timidement debout, mais avec une lueur d'espoir. L'étonnement et l'incertitude envahissent momentanément la salle. Finalement, l'expression de Weston s'adoucit et il salua gentiment Emory. « Bonjour Emory, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Emory, sentant la chaleur dans la voix de Weston, esquissa un léger sourire et fit un signe de la main en guise de réponse. Weston se tourna alors vers Alice, les yeux remplis de larmes, affichant un mélange de gratitude et d'étonnement. « Merci, Alice, merci d'avoir amené Emory, » murmura-t-il. Alors que Weston et Emory commençaient à converser timidement, Alice regardait, le cœur rempli d'un mélange complexe d'émotions, témoin des premiers stades de la formation d'un lien entre son mari et leur nouvelle fille. Elle ressent un espoir prudent pour la suite des événements. Plus tard dans la journée, alors qu'ils rentrent chez eux, Emory semble inhabituellement silencieux, ce qui amène Alice à exprimer son inquiétude. Après une pause, Emory prend enfin la parole et dit « Il s'appelle Michael ». Confuse, Alice demande qui est Michael. Emory répète, les larmes aux yeux, l'homme à l'hôpital, Weston. Il s'appelle Michael. Déconcertée et inquiète, Alice a garé la voiture sur le bas-côté de la route afin de bien comprendre ce qu'Emory était en train de lui révéler. Alice explique doucement à Emory, « C'est Weston, mon mari et ton père, mais il ressemble à l'oncle Michael. » Michael. Emory a répondu, ce qui a surpris Alice et l'a submergée de pensées. Arrivée à la maison, elle fait visiter la maison à Emory avant qu'il ne s'installe. Alice tente prudemment de poser des questions sur l'oncle Michael, mais elle remarque le malaise d'Emory, ce qui l'incite à changer rapidement de sujet. Ce soir-là, elle prépare un dîner spécial pour Emory et l'aborde dans son lit, incapable d'ébranler sa curiosité. Malgré l'heure tardive, Alice décide d'appeler Béatrice,
la directrice du foyer pour enfants, Béatrice n'avait que peu d'informations sur les antécédents d'Emory, indiquant que ses parents luttaient contre l'alcoolisme et qu'elle avait été amenée par un voisin ou quelqu'un d'autre. Alice demande à obtenir les coordonnées ou l'adresse de Michael. Le lendemain, Alice se rend en voiture dans une petite ville située à quelques heures de route. Elle arrive à l'adresse indiquée et découvre un jardin envahi par la végétation et une décharge improvisée à proximité. Prudente, elle sonne à la porte, mais ne reçoit aucune réponse. Surmontant son hésitation, Alice pousse le portail et s'approche du porche. À sa grande surprise, la porte d'entrée n'est pas verrouillée. Alice frappe fort et reçoit une réponse de l'intérieur. Supposant que le propriétaire attendait un invité, Alice entre dans la maison. L'intérieur dégageait une odeur de renfermé et les meubles semblaient usés et abîmés. Des objets hétéroclites sont éparpillés dans la pièce, notamment une poupée hirsute au visage marqué à l'encre bleue, des livres jaunes gonflés et un vieux lecteur de cassettes. Malgré la vétusté des lieux, la cuisine dégageait une agréable odeur de pommes de terre et d'oignons frits, ce qui créait un contraste saisissant. Alors qu'Alice s'aventurait plus avant dans la maison, un homme apparut dans le couloir. Lorsqu'elle aperçut son visage, elle ne put s'empêcher d'être surprise. Il ressemblait étrangement à son mari, Weston, avec des yeux, des pommettes, des sourcils, une racine de cheveux et même un moule sur le cou identique. Cependant, il y avait des différences notables. L'apparence de cet homme semblait plus rude. Avec des yeux injectés de sang, des rides profondément gravées et un visage orné d'une barbe rude et non taillée. Sa tenue vestimentaire reflète son aspect rude, avec un pantalon de survêtement emplusé aux genoux et un débardeur en plaid délavé. Curieux, le propriétaire de la maison demande « Qui êtes-vous » Son ton n'était ni accusateur ni menaçant, mais simplement curieux. Alice hésite avant de répondre « Je ne sais pas trop par où commencer. Peut-être que cela vous aiderait si vous voyiez d'abord une photo de mon mari ». L'homme haussa les épaules sans s'engager et s'approcha. La ressemblance avec Weston était encore plus frappante de près, ce qui captiva Alice. Elle ne put s'empêcher de le dévisager en disant « Vous avez l'air direct. » « Pouvez-vous me dire ?» il demanda sans détour, « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît ?» Alice répondit par un sourire, reconnaissant qu'il s'agissait en effet d'une histoire longue et complexe. « Eh bien, dit-elle, discutons autour de quelques pommes de terre dans la cuisine. » Il lui propose alors de l'accueillir chez lui avec la chaleur que l'on réserve à un voisin ou à un vieil ami. Alice prend place sur un tabouret de cuisine et commence à raconter son histoire. Au début, elle est craintive, trébuche sur ses mots. Cependant, Michael, l'homme qui l'écoute attentivement, reste silencieux et attentif, l'expression neutre. Il était clair pour Alice que ses paroles le touchaient profondément alors qu'elle terminait son histoire. Elle marqua une pause avant d'ajouter « En vous regardant maintenant, je doute que nous ayons besoin d'un test ADN. Vous et mon mari vous ressemblez étrangement. » Michael examine attentivement les photos sur le téléphone d'Alice, ses mains tremblent légèrement, mais son visage reste impassible. « Tu savais que tu avais un frère ?» Alice demanda, sa voix remplie d'espoir que cet homme pourrait potentiellement être le parent de Weston, détenant la clé pour le sauver d'une maladie mortelle. « Oui, » répondit Michael en hochant lentement la tête, ses yeux brillaient de larmes non versées, et sa voix se fendit lorsqu'il parla, « Je l'ai fait. Mais je n'aurais jamais imaginé le retrouver. » Michael s'arrêta un instant pour se ressaisir et commença à raconter sa propre histoire, à partir de l'époque de ces événements fatidiques. Il n'avait alors que 8 ans, mais il était déjà accablé par le fait d'être le seul mâle de la famille, ce que lui rappelaient constamment ses demi-sœurs. Ces dernières l'exploitaient, le forçant à effectuer des tâches ménagères et même à cuisiner alors qu'il n'avait que 5 ou 6 ans. Leur père était absent de leur vie et leur mère, Madeline, avait des mœurs légères, ce qui les laissait dans l'incertitude quant à leur filiation. La vie était incroyablement difficile pour Michael.
L'ivresse perpétuelle de sa mère trop joyeuse, la présence constante de ses invités et l'atmosphère étouffante le hantent. Les sœurs ont suivi les traces de leur mère, perpétuant le cycle du chaos. Je voulais m'échapper, avoue Michael. Même à un âge aussi tendre, je rêvais de construire une cabane dans la forêt et d'y trouver du réconfort. Je voulais survivre en mangeant des bailles et des champignons, juste pour être loin de tout. Cependant, ces plans ont été bouleversés lorsque Madeline a révélé sa grossesse. Les enfants découvrent généralement ces ajouts en remarquant les changements dans le corps de leur mère. Madeline déplore le manque de place dans leur maison déjà exiguë et se plaint de l'arrivée d'une nouvelle personne à charge. Ce ne serait pas si mal s'ils apportaient un peu de soutien, dit-elle en tirant une bouffée sur sa cigarette, mais ce n'est qu'une petite somme d'argent. Je n'irai pas chercher le nouveau-né à la maternité. J'écrirai simplement un refus et j'en resterai là. L'irresponsabilité de la mère et l'idée d'un bébé sans défense abandonné quelque part ont profondément troublé Michael. Il avait le sentiment que cette fois-ci, sa mère donnerait naissance à un frère, un garçon qui pourrait grandir à ses côtés et à ceux de ses sœurs. Michael souhaitait ardemment avoir l'occasion d'enseigner à son frère diverses activités viriles telles que la pêche, la sculpture sur bois et l'escalade des arbres. Ils se comprendraient mieux l'un l'autre, et Michael ne ressentirait plus la solitude écrasante d'une maison remplie de gens. « Maman, s'il te plaît, n'abandonne pas le bébé », supplie Michael presque tous les jours. Si Melinda était de bonne humeur, elle riait et balayait sa demande du revers de la main. Mais si elle était de mauvaise humeur, elle pouvait même le frapper pour sa persistance. Au bout du temps prévu, Melinda rentra chez elle, amaigrie et rafraîchie, après avoir passé une semaine sans boire d'alcool. Cependant, ses mains étaient complètement vides. Michael regarda sa mère et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle a abandonné son frère. Le petit garçon allait maintenant être envoyé dans un orphelinat ou peut-être dans une famille aimante, sans jamais savoir qu'il avait un frère qui avait rêvé de lui et qui attendait impatiemment son arrivée. Michael pleura de douleur, de désespoir et d'impuissance. Les années passent. Melinda perdit ses droits parentaux et les enfants furent envoyés dans différents orphelinats. Michael s'adapta à la vie à l'orphelinat, appréciant la propreté de la literie, la bonne nourriture et les soins prodigués par les adultes. Le temps a passé et Michael a fini par quitter l'orphelinat. Sa mère était décédée et ses sœurs étaient dispersées un peu partout. Michael est retourné dans leur vieille maison, partiellement délabrée, qui restait vide. Avec détermination, il a essayé de se construire une nouvelle vie. Mais il s'est heurté à des obstacles dus à son manque d'éducation. Il a dû se contenter de petits boulots dans le village, comme désherber les jardins et couper du bois. Alors que Michael raconte son histoire bouleversante, Alice l'écoute attentivement, les yeux remplis de larmes. Elle est profondément émue par les difficultés que Michael a rencontrées dans sa vie. Pourtant, Michael n'est pas conscient du rôle important qu'Emory a joué dans le rapprochement de tous les membres de la famille. Un secret qu'Alice s'apprête à révéler. Alice commence doucement, « Je suis ici à cause d'Emory, quelqu'un que tu connais bien ». Les yeux de Michael s'écarquillent d'impatience, poussant Alice à continuer et à en dire plus sur Emory. Il semblait impatient et plein d'espoir. Alice poursuit, « Weston et moi avons toujours souhaité avoir des enfants, mais ce n'était pas possible, nous avons donc décidé d'adopter un enfant. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, Michael commençait à comprendre la situation, des larmes coulant sur son visage. Il était bouleversé d'apprendre qu'Emory était l'enfant qu'ils avaient adopté, et son cœur se gonflait d'un mélange d'émotions. À ce moment-là, Emory avait enfin trouvé un foyer chaleureux, ce qui avait permis à Michael d'évacuer ses émotions. Alice attend patiemment qu'il retrouve son calme avant qu'il ne partage sa propre histoire, remplie de douleurs et de défis. Ma mère a eu plusieurs enfants, au fil du temps, ils ont tous pris des chemins différents, a commencé Michael. Je n'avais aucune idée de l'endroit où ils avaient fini. Puis, il y a 4 ans, Daisy est entrée dans ma vie. Elle me rappelait tellement notre mère, mais malheureusement, elle aimait boire et faire la fête.
Emory n'avait que 2 ans à l'époque, et Daisy n'avait aucune envie de s'occuper d'elle. Je soupçonnais Daisy de vouloir me laisser Emory et de disparaître, ce qu'elle a fait, probablement en s'enfuyant avec son petit ami. J'ai fait de mon mieux pour m'occuper d'Emory. Les larmes coulent à flot tandis que Michael poursuit. Je me sentais tellement désolée pour Emory, mais la prendre en charge était le seul choix que j'avais. Cependant, je n'ai jamais eu confiance en ma capacité à être un bon parent, je craignais de ne pas pouvoir lui offrir l'avenir qu'elle méritait. À l'âge de 4 ans et demi, j'ai donc pris la décision difficile de la laisser dans un foyer pour enfants, en espérant qu'elle trouverait une vie meilleure auprès de quelqu'un d'autre. Ce que Michael ne réalisait pas, c'est que son humilité éclipsait les soins et l'amour incroyable qu'il prodiguait à Emory. Emory s'était profondément attaché à Michael et l'aimait tendrement. Malgré cet amour, Michael doutait de sa capacité à être un modèle positif pour elle, en particulier à cause de ses habitudes de consommation d'alcool. Il craignait que cela n'ait un impact négatif sur son avenir. Emory, bien qu'elle soit encore une enfant, ne voulait pas rester dans le foyer pour enfants. La décision de la laisser là était angoissante pour Michael, mais il pensait que c'était nécessaire pour son bien-être. Il espérait qu'une famille aimante l'accueillerait et lui offrirait un environnement propice à l'épanouissement, afin d'atténuer l'attachement d'Emory à son égard. Alors que Michael s'épanchait, Alice, profondément émue par son histoire, se leva doucement, lui prit la main et le serra dans ses bras pour le réconforter. « Tu as fait un travail formidable, Michael. Emory est une enfant merveilleuse, et elle va devenir notre fille, tout cela grâce à tes soins, » l'a-t-elle rassuré, la voix douce et les yeux pleins de larmes. Ils se détachèrent de l'étreinte, reprenant leur calme. La curiosité de Michael s'éveilla lorsqu'il s'enquit de Weston. « Parle-moi de lui. J'ai toujours rêvé de rencontrer mon petit frère, mais je n'ai jamais pensé que cela arriverait, » dit-il avec impatience. Alice parla de Weston avec chaleur et fierté, son affection pour lui étant évidente. Michael écoutait attentivement, absorbant tous les détails concernant le frère qu'il rêvait de rencontrer. Alice raconta ensuite le reste de son histoire. Le cœur de Michael était lourd d'inquiétude lorsqu'il apprit que Weston luttait contre une grave maladie. Remplie d'un mélange de tristesse et d'espoir, Alice a répondu avec sérieux à la question de Michael qui lui demandait comment il pouvait l'aider. Alice explique la situation et le besoin urgent d'une procédure qui pourrait potentiellement sauver la vie de Weston. Désireux d'apporter son aide, Michael demande quand il pourra rencontrer Weston. Alice mentionne que la procédure nécessite un donneur de la fratrie et demande à Michael s'il est d'accord. Sans hésiter, Michael répond, « Absolument. J'espère juste que je suis compatible. » Reconnaissante de sa bonne volonté, Alice a accompagné Michael au laboratoire pour les tests nécessaires. Une fois la procédure complexe achevée, Michael s'enquiert avec anxiété de la possibilité de rencontrer son frère. L'utilisation du mot frère est porteuse de chaleur et d'espoir, reflétant le voyage émotionnel qu'il entreprend ce matin-là. Weston, qui se sentait un peu mieux grâce à ses nouveaux médicaments, s'est mis à sourire en voyant Alice. Il la salue et lui annonce qu'il a d'incroyables nouvelles pour eux deux. Submergés par la gratitude et l'impatience, Alice a du mal à expliquer que quelqu'un veut rencontrer Weston. Michael se tient hésitant sur le seuil de la porte, submergé par un mélange d'excitation et de nervosité. Des années de questions non formulées restaient dans ses yeux lorsqu'il prit enfin la parole, se présentant comme Michael, le frère de Weston. Un profond silence s'installa dans la pièce, lourd d'histoire et d'émotions indicibles. Weston se tourna vers Michael, leurs yeux se rencontrèrent dans un moment rempli d'une tapisserie complexe de sentiments. Chuchotant avec incrédulité et émerveillement, Weston prononça « Mon frère !» Le regret se mêla à la joie dans la voix de Michael qui avoua « J'ai passé ma vie à me demander qui tu étais, et maintenant nous voilà. » Leurs yeux sont restés rivés l'un sur l'autre, formant un lien silencieux sur leur héritage commun et les années de séparation. Les larmes brillent dans les yeux de Weston, traduisant une profondeur d'émotion que les mots ne peuvent saisir.
Doucement, il exprime qu'il a toujours cru qu'il était seul au monde. Lentement, Weston tendit sa main tremblante, comblant ainsi le fossé d'une vie. Se serrant doucement l'un contre l'autre, Michael murmura de manière rassurante, « Tu n'es plus seul, je suis ici maintenant, et même si nous avons perdu beaucoup de temps, je suis arrivé. » Weston et moi avons échangé une étreinte silencieuse, partageant nos histoires, nos peines et nos espoirs. Comprenant que nous avions besoin d'intimité, Alice est sortie discrètement dans le couloir, nous laissant l'espace nécessaire pour tisser des liens. Son geste respectueux et encourageant montrait qu'elle respectait notre nouveau lien. Au bout d'un certain temps, Alice est revenue et nous avons entamé une longue conversation. Elle a exprimé son désir d'avoir des enfants, réalisant ainsi ses rêves et ceux de Weston. Elle a rappelé le jour où elle a décidé d'adopter et comment Emory a rassemblé tout le monde. Entendre ces histoires a émerveillé Weston et nous a tous remplis de joie. Alors que nous quittions l'hôpital, Alice a parlé d'aller chercher Emory à l'école, et elle s'attendait à ce que Michael la suive jusqu'à la voiture. Mais il hésite, troublé par ses actes passés. Michael regrettait profondément d'avoir laissé Emory à la maison d'enfants et souhaitait pouvoir effacer ce moment douloureux. Alice l'aborde avec compréhension et le rassure sur le fait que sa décision, bien que difficile, a conduit à leur bonheur actuel. Michael réfléchit aux paroles d'Alice, espérant qu'Emory lui pardonne. À l'école, lorsque Michael aperçoit Emory, son cœur bat la chamade. Emory n'était plus la petite fille dont il se souvenait, elle avait grandi et le submergeait d'émotions. En l'appelant par son nom, Emory l'a reconnu et lui a demandé, avec un mélange d'émotions, « Oncle Michael ». Les larmes aux yeux, Michael s'est excusé en expliquant que sa décision avait été prise pour assurer le meilleur pour elle. Emory s'est mise à pleurer, libérant des années d'émotions refoulées causées par leur séparation. À ce moment-là, ils ont partagé une profonde connexion émotionnelle, reflétant leur douleur commune et leur désir de réconciliation. 3 jours plus tard, Alice ne peut contenir sa joie. Elle a sauté sur le canapé du salon et son rire a envahi la maison. Elle chantait « C'est une allumette, c'est une allumette » et virevoltait avec une énergie qui faisait flotter les rideaux. Le docteur Sanchez avait appelé ce matin-là pour annoncer une nouvelle exaltante. « Alice, j'ai une nouvelle fantastique. Michael est un donneur parfaitement compatible avec Weston. » L'opération qui a suivi a été complexe et tendue, mais elle a finalement été couronnée de succès. Pendant les semaines que Weston a passées à l'hôpital, Michael est devenu un visiteur régulier. Chaque fois, il apportait un petit morceau de la forêt avec lui, des baies sauvages, des champignons terreux et des histoires qui donnaient vie à la chambre d'hôpital stérile de Weston. Un jour, alors qu'il tenait avec fascination un champignon particulièrement gros, Weston lui demanda « Où les as-tu trouvés ?» Michael répondit simplement, avec un sourire malicieux, « Ah, juste un petit secret. Où allons-nous » demanda Michael avec une lueur de curiosité dans les yeux. Nat Naturestre Azur, le rétablissement progressif mais régulier de Weston à la maison était ponctué par les visites de Michael, qui constituaient toujours un moment fort. Ce ne sont pas seulement les cadeaux qui les rendent spéciales, mais la simple présence de Michael. Ils passaient souvent des heures assis l'un à côté de l'autre, engagés dans des conversations sérieuses sur tout et rien. « Je te dois la vie, Mike Weston », avoua Weston un soir particulier, la voix lourde de gratitude. Michael secoua doucement la tête, un sourire doux se dessinant sur son visage. « Tu ne me dois rien, Wa. C'est ce que fait une famille. » Lorsque Weston reprit des forces, l'un de ses premiers objectifs fut d'aider Michael à trouver un nouvel endroit plus proche de Alice, qui a le sens pratique, suggère « Pourquoi ne pas chercher une maison plus grande, qui puisse nous accueillir tous confortablement ?» L'idée s'est rapidement transformée en réalité, et ils ont bientôt vécu ensemble sous un même toit. Alice a assumé son rôle de mère avec une grâce naturelle, comblant Emory d'un amour que l'on pouvait ressentir dans chacune de ses interactions. « Emory, que penses-tu de cette robe,
demandait-elle en brandissant une tenue éclatante qui ne manquait jamais de faire sourire Emory. Weston trouve également du plaisir à passer du temps avec Emory, qu'il s'agisse de l'aider à faire ses devoirs ou de l'emmener au parc pour relever les défis du patinage à roulettes. « Es-tu prête à conquérir ces patins à roulettes, demandait-il, suscitant des hochements de tête enthousiastes de la part d'Emory. Lorsque Weston a aidé Michael à trouver un emploi dans son entreprise, il est devenu évident que les prouesses techniques de Michael étaient un joyau caché. Il lui a dit « Tu as un don, Mike Weston », en lui donnant une tape dans le dos après un projet particulièrement réussi. Le fait de vivre ensemble a donné un rythme magnifique à leur vie, un lien harmonieux rempli d'amour et de soutien mutuel. Michael, qui avait longtemps cherché un sentiment d'appartenance, l'a finalement trouvé au sein de cette famille choisie. « Je ne savais pas qu'une famille pouvait être comme ça », a-t-il admis un soir. Alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon, leurs rires et leurs histoires communes créant une tapisserie de joie et de chaleur. « La famille est ce que l'on en fait », a répondu Alice en lui tendant la main. « Et nous avons créé quelque chose de vraiment magnifique. » Lorsque Weston s'est complètement rétabli, leur vie s'est épanouie grâce aux aventures qu'ils ont partagées. Ils ont tissé des liens étroits lors de parties de pêche, où la lumière du soleil scintillait sur l'eau, et lors de parties de chasse dans la forêt vibrante, leurs rires et leurs histoires remplissaient l'air, créant une toile de fond de souvenirs précieux. 6 mois après le début de ce nouveau chapitre, une délicieuse surprise attend Michael alors qu'il sort de son bureau un soir. Weston, Alice et Emory se tenaient là, arborant tous un sourire radieux. « Nous allons faire un petit voyage », annonça Alice, les yeux pétillants de mystère, alors qu'ils quittaient la ville. « Nous allons dans la direction que je crois », demanda-t-il en apercevant des repères familiers qui menaient à son ancienne ville. « Ne t'inquiète pas », le rassura Weston en posant une main réconfortante sur son épaule. Lorsqu'ils arrivèrent dans son ancien quartier, Michael s'attendit à ce qu'il y ait de l'abandon. Mais au lieu de cela, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. La maison familiale était là, mais elle n'était pas comme il s'en souvenait. Elle avait été complètement transformée, avec des murs fraîchement peints et un jardin aux fleurs éclatantes. Alice et Weston partagent un regard de fierté et d'excitation. « Nous ne pouvions pas te laisser vendre cet endroit, » dit doucement Alice, surtout après avoir appris pourquoi tu voulais le faire. Michael pénétra dans chaque pièce, révélant des touches d'amour et de prévenance. Le salon, autrefois terne et sans vie, rayonnait maintenant de chaleur, avec des meubles confortables et des photos encadrées qui capturaient des moments de leur nouvelle vie de famille. « Je n'arrive pas à y croire. » La voix de Michael s'éteint, son cœur se gonfle d'un mélange d'émotions. Les souvenirs de son passé, autrefois teintés de tristesse, semblaient maintenant se fondre dans un sentiment d'espoir et d'appartenance. Ce soir-là, des larmes de gratitude et de joie coulent sur ses joues. Ils se sont réunis autour d'une table ornée d'un festin fait maison, la maison résonnant de leurs rires et de leurs histoires. C'est à ce moment précis qu'ils ont décidé d'en faire une nouvelle tradition, revenir à la maison les week-ends et les jours fériés, pour continuer à construire leur avenir commun dans ce lieu qui symbolisait leur lien renouvelé et leur rêve collectif. À l'approche de l'hiver, ils ont célébré leur premier Noël dans la maison rénovée. L'arbre, orné de lumière et de décorations faites à la main, symbolise leur parcours commun. Des cadeaux ont été échangés, mais le plus beau cadeau qu'ils chérissaient était leur union. L'histoire de Weston, Michael, Alice et Emory est devenue celle de l'espoir, de l'amour et de la transformation. Leur vie, autrefois séparée et remplie de défis individuels, ont été tissés ensemble pour former une tapisserie riche en couleurs et en chaleur. En fin de compte, ils ont compris que la famille n'est pas seulement une question de lien du sang. Il s'agit de ceux que l'on choisit d'aimer et de ceux qui choisissent de nous aimer en retour.